OK. Alors, je dis, pour la première fois, lorsqu'on lance notre code, notre Visual Studio Code, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ouvrir notre répertoire. Le répertoire, c'est-à-dire le dossier dans lequel on crée tous nos fichiers HTML. Et donc, comme c'est en anglais, on va dire File. Si c'est en français, c'est Fichier. Pour ouvrir un répertoire, si c'est en anglais, c'est Open Folder. En français, c'est Ouvrir un répertoire. On clique dessus. Il va nous amener dans notre PC. Et maintenant, c'est à nous maintenant d'aller chercher là où on avait créé notre dossier et sélectionner le dossier. Par exemple, pour certaines personnes, ça se trouve sur le bureau. Donc, ils vont cliquer sur le bureau et voir dans la liste des dossiers là, choisir le dossier HTML que eux ils avaient créé. Moi, par contre, je n'avais pas créé ça au bureau. Mon dossier ne se trouve pas au bureau, donc je dois chercher là où ça se trouve. Ouvrez un peu la porte là, vite fait. Donc, moi, je vais aller ouvrir, je vais d'abord chercher du moins l'emplacement. Chez moi, c'est dans le disque D. Easy pour 24. Voilà. Donc, pour moi, c'est le répertoire GL là. C'est le répertoire GL que je vais ouvrir. Donc, là, si vous choisissez le répertoire, en bas, là où il y a marqué dossier là, vous devez voir le nom du répertoire. Si c'est vous, si chez vous, du moins c'est HTML, vous devez voir ici le dossier HTML. Et vous dites sélectionner le dossier. Et là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va tout simplement ouvrir le répertoire, c'est-à-dire le dossier, sur Visual Studio Code. Et après, maintenant, la manipulation va devenir beaucoup plus simple. Quand on ouvre le répertoire, ici, regardez bien, c'est comme ça que nous, on verra les choses apparaître là. Tous les fichiers HTML qui se trouvent et tous les dossiers qui se trouvent dans le répertoire courant là, on le verra tout simplement ici. Donc, ça va être beaucoup plus simple à manipuler. Ce logiciel, ça va nous faciliter la vie. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Pour ne pas enregistrer nos fichiers n'importe où, comme on a un répertoire, on va préférer ouvrir le répertoire sur notre logiciel et maintenant directement on manipule le répertoire. Si on veut créer un fichier, on crée. Si on veut créer un dossier, on crée un dossier directement à partir d'ici. Donc voici ce qu'il faut d'abord faire au début. Est-ce que tout le monde arrive à ouvrir son dossier HTML là? Oui? Tu n'as pas? Tu l'avais créé où? Voilà, maintenant. Donc ça là, c'est un autre problème. Nous, on avait déjà créé un dossier. Donc si tu n'as pas créé un dossier, tu crées un dossier quelque part et puis tu ouvres le dossier sur le logiciel. Ça va être beaucoup plus simple. Sinon, après, plus tard, tu vas oublier là où tu as enregistré tes fichiers. Maintenant, je vais agrandir tout simplement un petit peu l'apparence de mes choses là avec un zoom in. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, regardez bien. Lorsqu'on est là, lorsqu'on est sur le fichier, dans la partie à gauche là, vous allez voir sur le dossier, la ligne où on a le dossier, il y a un plus là qui dit New File. Il y a ça là qui nous dit New Folder. Il y a ça qui nous dit Refresh. Et puis il y a ça là qui nous dit Collapse Folder. Mais nous, en général, ce que nous, on va utiliser parmi ces 4 options là, c'est les 2 premiers. Le premier New File nous permet de créer un fichier ici dans ce répertoire là. Dans le répertoire courant, si on veut créer un fichier, on va le faire ici, New File. Si on veut créer un dossier ici quelque part, on va faire New Folder. Donc, folder toujours pour dire dossier ou bien répertoire. File qui veut dire fichier. Donc, je donne un exemple. Regardez bien, si je vais créer un fichier ici qui s'appelle index.html. Donc, je viens sur New File et vous allez voir que la création du fichier, ici, c'est plus simple que sur Notepad. Regardez bien. Donc, je clique ici sur New File et je dis index. Donc, j'écris comme ça, index, et je mets .html. Et je fais Entrée. Ainsi, je viens de créer un fichier HTML avec ce logiciel. Donc, avec ce logiciel, il est plus simple de créer ce qu'on appelle des fichiers. Je répète, pour créer un fichier, lorsqu'on est là, vous cliquez sur New File dans le répertoire. Une fois que vous cliquez, il vous laisse l'espace là qui vous permet de saisir quelque chose. Et ce que vous devez saisir, c'est le nom du fichier avec l'extension. Comme par exemple, si je dis exo.html,
Là, ça veut dire que je crée un fichier qui s'appelle exo.html. Et vous voyez, exo.html, index.html se trouve dans le répertoire. Si je viens ici, vous allez voir que le exo.html et index.html ont été bien créés dans ce répertoire. Pourquoi? Parce que c'est le répertoire là qu'on est en train de manipuler depuis ce logiciel. Donc, c'est comme ça que nous, on va créer ce qu'on appelle un fichier. Si je veux créer, par exemple, un répertoire ici, par exemple, un répertoire qui s'appelle style, je fais new folder et supposons que ça s'appelle asset et je vais faire ici asset. Là, ça veut dire que je viens de créer un dossier qui s'appelle asset à l'intérieur de ce dossier. Donc, ici, on peut voir qu'il y a un dossier qui s'appelle asset. On est bien d'accord? Tout ce que je ferai ici va impacter tout simplement le dossier GL, c'est-à-dire le dossier HTML chez vous. Bon, je vais supprimer. Pour supprimer quelque chose, c'est aussi simple. Vous faites clic droit sur la chose, quelle que soit la chose ici, que ce soit un fichier ou bien un dossier, pour supprimer, vous faites clic droit et vous faites ici delete. Et là, il va supprimer tout simplement la chose. Par exemple, là, je viens de supprimer le dossier là. Si je viens dans le répertoire, ici, vous n'allez plus voir le dossier asset. Si je veux par exemple supprimer le fichier exo là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je fais juste clic droit sur le fichier exo et là, il y a toujours l'option delete. Dans l'option delete, sur clic droit, nous permet tout simplement de supprimer la chose. Et ainsi, le fichier exo là a été supprimé. Si je viens ici, on ne voit pas. Donc, voici les choses de base que nous on aura à faire. On peut créer des fichiers et on peut supprimer comme on veut. Comment? Pour créer un fichier new file, vous donnez le nom du fichier, point l'extension. Pour supprimer, vous faites clic droit sur le fichier ou bien le répertoire, vous faites delete et vous supprimez. Ok, parfait. Maintenant, une deuxième chose, oui. Ça, c'est la dernière personne. Dès qu'il y a 40, là, une personne va monter. Maintenant, regardez bien. La chose qui va être beaucoup plus simple, c'est quoi? C'est que nous, on avait l'habitude en... Comment on appelle ça? En Notepad. Boy, dorénavant, si tu vois que ces 30 là ne cognent même plus, n'est-ce pas? 30 dépassés, on ne cogne plus. Donc regardez bien, ce que nous on avait l'habitude de faire avec notre pâte, c'était un peu brut. C'est-à-dire on était obligé d'ouvrir des choses jusqu'à fermer toutes les balises manuellement. Ça prenait du temps, oui, mais c'était obligé. On était obligé de le faire pour pouvoir maîtriser comment fonctionnent les balises. Il faut bien ouvrir, il faut bien fermer. Mais avec ce logiciel-là, on va avoir beaucoup plus de facilité en fait. Mais concrètement, quand je dis facilité, c'est quoi? Regardez bien. Avec ce logiciel, on peut générer par exemple la structure de base d'une page HTML. Mais comment? Si par exemple, je fais comme ça, point d'exclamation, regardez bien, il me propose même la structure. En d'autres termes, si je fais juste entrer, ce qui va se passer, c'est quoi? Il me génère ce code de base là. On est bien d'accord? Et donc, il me génère ce code de base. Là, ce que j'ai juste à faire, c'est de modifier mon body. Et puis après, si je dois ajouter du style, j'ajoute le style là-bas. Par exemple, la balise style, ou bien je crée un fichier style. Donc, en tout cas, comment on appelle ce logiciel, il va nous proposer ce qu'on appelle des autocomplétions. Dès que vous êtes en train de saisir, il peut vous proposer la suite de la chose. Et dès que vous appuyez sur Entrée, maintenant après, même s'il vous propose, il faut bien voir est-ce que c'est forcément la chose qu'on veut. Moi, par exemple, je sais que quand je fais ça, c'est la structure de base d'une page HTML. Donc, ça me va. Après, par exemple, si je veux faire une balise, en l'autre là, en Notepad, on est obligé de faire par exemple chevron, ça, et ainsi de suite jusqu'à tout. Mais ce qui est là, c'est que par exemple, si je mets juste P et que je fais entrer, il me propose la balise P comme ça. Et puis je peux continuer la chose. On est bien d'accord? Donc il n'aura pas forcément un problème de dire je ne sais pas comment trouver les chevrons, ainsi de suite. Ici, on n'aura pas trop besoin en fait. Les chevrons, oui, on aura besoin. Mais ici, par exemple, si vous avez du mal à faire les chevrons, vous tapez juste le nom de votre balise, comme ça. Et automatiquement, lui, il saura ce qu'il faut faire. Automatiquement. On est bien d'accord? Donc, ça va être beaucoup plus simple. Dans ceux qui ont l'habitude d'utiliser, par exemple, les claviers, comment on appelle ça là? Manuels, là, du moins, claviers numériques, là. Ici, vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser ces claviers numériques, là. Alors, regardez bien. OK, donc, j'ai dit encore une autre fois que pour générer ce code-là, vous faites juste point d'exclamation et vous appuyez sur Entrée. Et il va vous générer ce code de base. Bon, ici, il y a un peu plus d'informations que ce que nous on avait l'habitude de faire. Mais ce n'est pas grave.
Après, je vais vous expliquer concrètement ici qu'est-ce qui se passe. En tout cas, par rapport à la différence de ce que nous on avait. Ici, on a balise méta. La balise méta, en réalité, comprenez que la balise méta permet tout simplement de définir ce qu'on appelle des métadonnées. Par exemple, définir plus tard comment est-ce que ça pourrait être pris en charge sur certains navigateurs, ou bien par exemple, définir par exemple quelle langue ça peut supporter, des choses comme ça. C'est ça le rôle de balise méta. Et aussi plus tard, définir ce qu'on appelle des mots-clés. Parce que lorsque on développe des plateformes, des sites, des choses, la finalité c'est qu'on les met en ligne. Et donc, plus tard que des gens viennent sur Google et qu'ils fassent des recherches, quand ils font des recherches là, il faudrait que les recherches les ramènent sur votre site. Maintenant, on peut définir ces métadonnées aussi dans la balise méta, certaines choses là, certains mots-clés. On va définir là-bas. Bon, je pense que vous comprenez ça souvent dans vos publications par ce qu'on appelle des hashtags. Des hashtags, on peut dire que ce sont aussi des métadonnées en réalité. On est d'accord? Donc, comprenez, c'est ça le rôle de métadonnées. Maintenant, ici, HTML langue anglais pour dire tout simplement que c'est en anglais, mais après, ce n'est pas important pour l'instant. Ok, voilà donc, voici les choses de base qu'il faut comprendre sur ce qu'on appelle ce logiciel-là. Et la suite maintenant, c'est de continuer sur ce que nous, on avait fait. Jusque-là, ça va? C'est bon? Ok, maintenant, regardez bien. Est-ce que vous avez ici, preview, et puis ça là aussi, vous avez quelque chose comme ça, preview, chez vous? Genre, lorsque vous créez un fichier HTML, est-ce que vous avez les deux options là? Previews, Show Previews, et puis Split Editor. Est-ce que vous avez les deux? Ou bien vous avez uniquement le Split Editor? Vous avez les deux? Vous avez juste ça? Ok, c'est pas grave. Je vous montrerai comment installer une extension pour avoir ça. En fait, le preview là, c'est quoi? Par exemple, si je mets B ici et je mets bonjour, c'est une extension. Hein? Si je fais ici preview, en fait, je n'ai pas besoin de lancer forcément le navigateur pour voir le résultat de mon HTML. Il va le lancer directement ici, en fait. C'est ça le preview. C'est comme si c'est un serveur ou bien, du moins, un navigateur local, quoi. Mais je vais vous montrer l'extension plus tard. Ici, on va compiler, comme d'habitude, en utilisant ce qu'on appelle le navigateur. Alors, regardez bien. Donc là, j'ai mis bonjour. Comment est-ce qu'on va compiler un fichier HTML? Comment on le compile? Regardez bien. Normalement, pour moi, comme j'ai fait beaucoup de zoom, c'est pourquoi je vois ici 3 points. Mais si vous n'avez pas beaucoup de zoom, vous allez voir toutes les options ici sur la même ligne. Et sur ces options-là, vous voyez l'option qu'on appelle Run. Normalement, vous voyez l'option qui s'appelle Run. On est bien d'accord? Et l'option Run là, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir compiler notre page HTML. Run. Alors, si c'est en français, c'est chez vous exécuter. Donc ici, c'est Run. Et maintenant, vous allez choisir Run without debug. Donc, si je choisis ça, il va me proposer, il me dit que tu veux prendre sur quel navigateur? On est bien d'accord? Il va me dire, est-ce que je veux le lancer avec Chrome, Edge? Donc, il va vous proposer les navigateurs. Maintenant, choisissez le navigateur qui se trouve sur votre PC. Le navigateur que vous avez l'habitude de compiler avec, là. Et tu choisissez là. Alors, c'est quoi un navigateur ici? Par exemple, celui-là, c'est ce qu'on appelle le Edge. On est bien d'accord? Le Chrome, vous allez voir un cercle comme ça avec rouge, jaune, et comment on appelle ça? Et puis bleu comme ça. C'est ça qu'on appelle le Chrome. Mais ça là, c'est ce qu'on appelle le Edge. On est bien d'accord? Moi, comme j'ai les deux, je peux choisir de prendre Chrome, je peux choisir de prendre Edge. Mais il faudrait que vous ayez du moins comment on appelle ça là? Ces navigateurs-là. Si vous n'avez pas le navigateur et que vous voulez compiler avec le navigateur, ça ne marche pas. Donc, choisissez le navigateur qui existe sur votre machine. Donc, moi, j'ai Chrome. Et si je choisis Chrome, ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer tout simplement le fichier, comme on avait l'habitude de voir. Il va lancer sur le navigateur Chrome. Donc là, je vais patienter juste et on va voir. Voilà, donc ici, il a lancé le navigateur comme nous on avait l'habitude de lancer le navigateur depuis Notepad. Et maintenant, on va voir, il va afficher le résultat, voilà, comme ici, on a le bonjour là. Donc c'est comme ça qu'on fait pour compiler. Regardez bien. Je vais arrêter. Pour arrêter l'exécution, vous pouvez fermer tout simplement le navigateur ou bien vous cliquez sur le carré là. Donc je clique sur le carré pour arrêter l'exécution du fichier.
Voilà. Alors, je répète. Pour lancer, c'est-à-dire compiler votre fichier HTML avec ce éditeur, placez-vous sur le fichier HTML. Le fichier HTML que vous voulez lancer. Comme là, je suis sur mon fichier HTML. Et ensuite, en haut, vous allez voir Run, si c'est en anglais. Si c'est en français, vous allez voir Exécuter. Voilà, je fais juste stop là. Voilà, donc vous allez voir Run. Et maintenant, vous allez cliquer sur Run without debugging. Et si vous cliquez dessus, bon, moi, comme j'ai déjà lancé avec Chrome, il ne va plus me proposer le navigateur. Donc, il va lancer directement avec Chrome. Mais tout à l'heure, quand j'avais lancé pour la première fois le navigateur, du moins le logiciel, il m'a montré si je voulais compiler avec Chrome ou bien Edge. On est bien d'accord? Donc, vous choisissez le navigateur et il va vous comment on appelle ça, envoyer le résultat. Comme moi ici, il m'envoie sur Chrome. De préférence, moi, je préfère compiler avec Chrome. Chrome, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, donc, voici les choses qu'il faut comprendre. Comment on peut créer un fichier, comment on peut ouvrir un répertoire, comment on peut supprimer un fichier et comment on peut aussi lancer notre fichier HTML. Ça va? Au fond, c'est bon? Ok, maintenant, on va commencer un petit peu, mais en commençant par les rappels de la dernière fois. Alors, donc, si on veut faire un peu du style, on sait qu'on peut utiliser une balise qu'on appelle style. Si je vais changer la couleur de P, je peux sélectionner, comme j'ai juste un seul P, je sélectionne le P et ensuite je dis color. Et là, par exemple, je dis red. Ok. Maintenant, à chaque fois que vous faites des modifications là, regardez bien, à chaque fois que vous faites des modifications là, vous pouvez venir sur le navigateur actualiser pour voir le résultat, ou bien le bouton vert là permet déjà d'actualiser votre navigateur. Suivez bien, le bouton vert nous permet d'actualiser le navigateur. Mais on n'a pas forcément besoin de faire ça, le bouton vert, on peut venir directement sur notre navigateur et cliquer sur actualiser. Vous voyez que les boutons là, ça se ressemble. On est bien d'accord. Donc par exemple là, si j'actualise, je vois la couleur qui a été changée. Mais j'aurais pu le faire directement avec ce bouton vert là. Voilà, donc là, vous avez vu que nous, on vient d'ajouter un peu du CSS. Et là, on a sélectionné sur le nom de l'élément. On a sélectionné sur le nom de l'élément. Supposons que nous, on a deux P, donc on a bonjour et bonsoir. Si on fait ça, c'est tout P confondu. Donc, ça veut dire que le bonjour et le bonsoir aura la mise en forme. Mais je peux aussi choisir un seul P. Dans ce cas, je peux choisir en utilisant certaines choses que l'on avait vues sur les sélecteurs. On peut choisir un premier élément. Et pour choisir un premier élément, on avait ce qu'on appelle le first chute. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait le sélecteur first chute pour faire sélectionner le premier élément? Comment est-ce qu'on fait? Oui. Donc ici, oui. Ici, oui. Comme ça. On met style. La balise style. Mais la balise style, c'est l'attribut style. Maintenant, quand on met l'attribut style, ça veut dire que tu veux faire ce qu'on appelle du CSS, comment? Du CSS interne. Mais nous, en fait, on n'est pas en train de faire du CSS interne. Tu vois? On ne veut pas. Et en général, éviter ça, en fait, de faire du CSS interne. Éviter ça au maximum possible. C'est bon? Maintenant, en fait, je vais parler des sélecteurs. Je parle des sélecteurs. Hein? Mais les sélecteurs, c'est-à-dire qu'on avait vu comment est-ce qu'on pouvait sélectionner, par exemple, sur un ID, sur une classe, sur ainsi de suite, ainsi de suite. Mais non, j'ai deux P ici. Quand je sélectionne sur P, ça veut dire que c'est le nom de famille. Toutes les balises P auront la même mise en forme. Et cette fois-ci, je vais sélectionner un seul P. Je peux utiliser un ID. Donc, je peux utiliser un ID. Il n'y a pas de souci. Je peux utiliser un ID en disant ID comme ça. Et là, je l'appelle P1. Et dans ce cas, ici, pour sélectionner une information sur son ID, n'oubliez pas, un ID, c'est hashtag, et vous mettez le nom qui est la valeur de l'ID. C'est bon? Et bien, si je fais ça comme ça, on va venir maintenant, si j'actualise, on verra que la couleur rouge est attribuée uniquement au premier paragraphe.
C'est bon? Mais je pouvais le faire autrement, sans ID. Genre, si je vois juste ce code-là, je pouvais le faire autrement. Mais plus tard, il faut comprendre que c'est mieux après d'utiliser ID. Mais après, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, on avait vu que si je fais ça, P, 2 points, last tweet, comme ça, et que je venais ici, j'actualise, on voit que le dernier P, il a ce qu'on appelle la couleur rouge. Mais regardez bien, si au lieu de mettre last tweet, et que je mettais, c'est ce que je disais, peut-être que vous n'avez pas entendu. First tweet, et regardez bien, c'est le premier P, toujours, qui porte. On est bien d'accord? Donc, dans certains cas, pour les last tweet et les first tweet, il faut comprendre par rapport au container. S'il n'y a pas un container, il faut pas utiliser le last et le first tweet. Vous pouvez utiliser le ID, comme vous voulez. Mais ici, parce qu'on a un P qui est premier fils de body, que first tweet, P, ça marche. Si j'avais un autre élément qui venait avant P, first tweet n'allait pas marcher. Bon, ça, ce sont des choses que nous, on avait eu à dire. Mais comprenez bien qu'il y a plusieurs sélecteurs. Donc, je peux utiliser, comme je l'ai dit ici, ID, pour pouvoir sélectionner un élément. Et donc, il y aura toujours la mise en forme sur le premier élément. Voilà, donc, la première des choses à comprendre, c'est ça, ce sont les sélecteurs là. Et les sélecteurs qu'on avait vus, ce n'est pas seulement à garder sur votre machine. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à les utiliser. Parce que lorsqu'on va ajouter plusieurs éléments ici, il faudrait qu'on soit en mesure d'ajouter des styles ciblés sur un élément précis ou bien des éléments, un groupe d'éléments. Donc, il faut bien comprendre les notions de sélecteur. Alors donc, voici ce que nous, en général, on avait fait la dernière fois. Comment est-ce qu'on peut ajouter des styles? On avait vu comment est-ce qu'on pouvait modifier la couleur d'arrière-plan. Pour modifier la couleur d'arrière-plan, par exemple, de ce P, je vais mettre quel attribut qui permet de modifier la couleur d'arrière-plan? Background color, on est bien d'accord? Background color, et si je mets black, ça veut dire que je veux modifier la couleur d'arrière-plan de ce P-là. Et on avait vu qu'en ajoutant le background color, on voit clairement l'espace que occupe un élément sur notre page. On est bien d'accord? Ce qui fait que si on place quelque chose après un P, la chose est mise à la ligne suivante. Pourquoi? Parce qu'un P est défini pour occuper la ligne entière. Donc, dès qu'on place après un autre élément, l'élément est placé à la ligne suivante. Regardez bien, le bonjour, normalement, n'occupe pas tout l'espace. Ce n'est pas le bonjour, le texte, mais le P, c'est lui qui occupe tout l'espace. En mettant un background color, on voit quel espace occupe le premier paragraphe là. Mais oui. C'est exactement. Disons que lorsque tu utilises P, tu n'as pas besoin de mettre BR pour que la prochaine information se retrouve à la ligne suivante. Voilà. Mais il y a d'autres balises comme B et les strong, des choses comme ça. Lorsque vous allez les utiliser, il faut mettre BR pour que la prochaine information parte en ligne. Sinon, ils vont se mettre sur la même ligne. On est bien d'accord? Je donne un exemple. Supposons que je mets ici, je fais la même chose. Donc après, je mets ici B et je mets bonjour avec B. Et ensuite, à la ligne, je mets strong et je dis bonsoir. Strong. On est bien d'accord? Si je viens ici, regardez bien, contrairement au bonjour, bonsoir qui sont en haut, le bonjour et bonsoir là, ils se trouvent sur la même ligne. On est bien d'accord? Or, un P, quand on le met comme ça, automatiquement, la prochaine information se met à la ligne suivante. Mais ce n'est pas forcément pour toutes les balises. Comme les deux balises qu'on vient de voir, les deux informations sont placées sur la même ligne. Dans ce cas, on est obligé de mettre après le bonjour B là, un BR pour que le bonsoir passe à la ligne suivante. C'est bon? Et on avait dit que pour pouvoir savoir même, comme je l'ai dit, on peut tout simplement dire quoi? Supposons que on veut voir quel espace occupe la balise B. On peut dire B, comme il n'y a qu'une seule balise B, on met un background color. Background color et on met red. Bon, ce qui est bien, vous voyez que je vous ai dit déjà depuis le début que ici, avec ce logiciel, il nous propose quoi? Il nous propose, dès qu'on commence à taper, il nous propose la syntaxe de certaines choses. Donc, ça va être beaucoup plus simple et ça va nous faciliter la chose. Donc, voici ce que nous, on avait vu pour pouvoir savoir pourquoi les éléments, par exemple, ce bonsoir ne se retrouve pas ici. C'est parce que
le bonjour occupe déjà tout l'espace. Le bonjour, c'est-à-dire le paragraphe. C'est bon? Ok, maintenant, je vais mettre aussi un H1 juste en haut, avant le P. Je vais mettre un H1 et je vais mettre ce qu'on appelle, je vais mettre GL, GL, GL quoi? Bon, je mets juste que ça, amour, inspiration. Donc, je mets juste GL, que ça. Après, l'inspiration va venir. Ok, voilà. Ok. J'ai beaucoup zoomé. Voilà, donc ici, on a des textes comme ça. Regardez bien. Je vous avais demandé de faire des recherches à la maison, n'est-ce pas? Et parmi ces recherches-là, j'avais demandé de chercher quoi? Le margin. Ensuite, quoi? Le border. Ensuite, quoi? Hein? Padding. Ensuite, quoi? Donc, margin, border, padding. Text decoration. Ensuite, list type, text align, letter spacing. C'est ça. Voici les choses que nous on avait demandé. Alors regardez bien. Ici, on a ce qu'on appelle quoi? Un texte H1. Je vais d'abord mettre une couleur d'arrière-plan à H1 là. Il n'y a qu'un seul H1. Donc, je peux choisir le H1 sur le nom de la balise. Si je mets background color et je mets green, on va voir l'espace qu'occupe un H1. Donc, un H1 aussi, c'est comme un P. Il occupe toute la ligne. On est bien d'accord? Alors, regardez bien. On va commencer par le texte align. Le texte align permet tout simplement d'aligner des textes. On est bien d'accord? Texte align, c'est-à-dire aligner des textes. Maintenant, nous, on veut par exemple aligner ce texte-là au milieu, ou bien à gauche, ou bien à droite. Donc, on peut utiliser texte align. Regardez bien, je suis ici. Sur ce H1, si je fais texte align, il me propose des choses. Maintenant, moi, je vais commencer par mettre center. Si je mets center et que je viens, j'actualise, ce qui va se passer, c'est quoi? On voit que le texte, il a été centré. On est bien d'accord? Après, je peux choisir de mettre le texte à droite. Je peux choisir de mettre le texte à gauche. Mais non, on n'a pas besoin de choisir de mettre le texte à gauche. Pourquoi? Parce que par défaut, le texte, il est à gauche. On est bien d'accord? Par défaut, le texte, il est à gauche. Donc, nous, on peut le mettre à droite ou bien au milieu. Maintenant, si on veut aussi, si par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas fait par nous et que la personne avait mis ça à droite, nous, on peut ramener quand même à gauche. C'est bon? Ok, maintenant, comment est-ce qu'on va dire mettre à droite? Il faut juste changer la valeur de texte align. Parce que center, comme valeur, veut dire centrer le texte. Pour mettre à droite, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on va mettre right. Donc, right veut dire droite. Maintenant, regardez bien, si je fais ça, on voit que le texte, il est mis tout à droite. Il n'est plus à gauche. Donc, left qui veut dire gauche, et puis right qui veut dire droite, et puis center. On est bien d'accord? Donc, ça, c'est l'attribut text align. On va aligner le texte. C'est bon? OK. Une autre chose. Donc, il y a text align. Je vais faire ça en... OK. Mais en fait, pour moi, ça là, c'est... Bon, faisons ça d'abord. Et vers la fin du cours, il faudrait qu'on change la manière de faire le CSS en créant ce qu'on appelle une page CSS à part. Mais ce n'est pas grave. Continuons toujours ici. Comme ça, on aura la possibilité de voir nos HTML et CSS en même temps. Donc, OK. On vient de pouvoir gérer ce qu'on appelle le text align. Maintenant, parlons de l'autre attribut, le text decoration. Text decoration, ça permet de faire quoi? Lorsque vous avez fait des recherches, ça permet de faire quoi? Applique. OK. Comme par exemple le soulignement. On est bien d'accord? Maintenant, OK, regardez bien, pour le même H1 là, nous, on va ajouter ce qu'on appelle un text decoration. Donc, ça s'écrit comme ça, text decoration. Et maintenant, si par exemple, je mets la valeur underline, ça veut dire quoi? Souligner en bas. On est bien d'accord? Donc, regardez bien. Vous voyez, il y a un soulignement du texte en bas.
ce texte-là, le soulignement là, il est donné par la valeur underline. Si je veux mettre en haut, je vais mettre quoi? Overline. Donc, pour mettre overline, vous allez voir ça. Mais ce qui est important, c'est qu'avec ce logiciel, regardez bien, c'est-à-dire que si je mets par exemple un attribut et que je fais CTRL espace, on est bien d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il me montre les choses nécessaires, les choses que je peux faire avec cette valeur, du moins cet attribut-là. C'est-à-dire les valeurs que je peux donner. C'est-à-dire je peux donner des couleurs, je peux donner des choses, ainsi de suite. En fait, text decoration ne prend pas seulement une seule information. Lorsqu'on met par exemple underline là, on est en train de lui parler de quel type de soulignement, est-ce que c'est en bas, ainsi de suite. Mais après, on peut changer la couleur même du soulignement, on peut augmenter même la taille du soulignement, toutes ces choses-là. C'est-à-dire l'épaisseur du soulignement, on peut modifier, on peut augmenter tout ça, ou bien changer même la couleur. Regardons bien maintenant. Je vais revenir sur ce qu'on appelle le upper, je dis les underline. Bon, on va l'écrire seulement, underline. Maintenant, si je mets underline et je mets yellow, je reviens sur cette page-là. Voilà. Et j'actualise. Vous allez voir que là, il a souligné, parce que underline, ça veut dire souligner en bas. Maintenant, le yellow, ça veut dire quoi? Que la couleur, ça va être quoi? En jaune. On est bien d'accord? Donc, je dis que, parce que il y a des propriétés qu'on peut dire, par exemple, underline, et puis donner, du moins, text decoration line, pour donner quelque chose, text decoration color, ainsi de suite. Mais lorsqu'on fait juste text decoration, on peut donner toutes les valeurs possibles. C'est-à-dire, on peut donner, par exemple, quel genre de soulignement on veut. On peut donner ce qu'on appelle quoi? La couleur du soulignement. Et plus tard, même donner même l'épaisseur, si on veut, tout ça là, ainsi de suite. L'épaisseur du soulignement. Mais comprenez que ça nous permet tout simplement de décorer le texte. En passant sur ce qu'on appelle des soulignements. Donc, c'est ce qu'on appelle le text decoration. Donc, text align qui permet de gérer ce qu'on appelle les alignements. Text decoration pour décorer en gérant ce qu'on appelle des soulignements. Quel que soit le soulignement que vous voulez. Que ce soit en haut, en bas, barré, ainsi de suite. On va utiliser text decoration. Maintenant, ça, ce sont des attributs normalement simples. Je vais ramener maintenant mon texte là au milieu en disant align center. Et là, ok, on a ça qui est au milieu. Maintenant, on va parler d'autres choses. Il y a text decoration et il y a text align. On avait aussi quoi? Liste style type. Alors, je vais ajouter une liste vite fait. Je vais ajouter ici une liste. Alors, on va commencer d'abord par faire des choses simples et plus tard, on va voir les raccourcis. Donc, je vais d'abord faire UL et à l'intérieur, je fais LI. LI. Je vais mettre type LI. Je vais mettre, il y a ça, et un LI, je mets ma feuille. Voyons d'abord ce que ça donne. Alors, ça nous donne quelque chose comme ça. On a une liste bien qui se trouve ici. Maintenant, on a dit liste style type permet de modifier en réalité ce qu'on appelle quoi? Comment on appelle ça? Le type de liste. Ce qu'on avait l'habitude de faire, l'attribut type là, sur une liste là, qui nous permettait de modifier le type de comment on appelle ça là, de liste là. C'est ça le liste style type. Regardez bien. Là, on a une liste UL. Si je fais UL, je sélectionne et que je mets liste, style, type, et que je mets cycle. Je vais mettre cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais changer tout simplement le style là, comment on appelle ça là? La puce en cercle. On est bien d'accord? Si je fais ça, vous voyez que ça change là. C'est la même chose que nous on faisait du côté HTML. C'est bon? C'est la même chose. Mais donc, vous donnez une valeur et il va changer ici. Mais regardez bien, il faut faire très attention. Parce que du côté CSS là,
il y a une manière de pouvoir faire que quelque chose ne sera pas forcément conforme. Regardez bien, cette liste est une liste comment? Ordonnée ou bien non ordonnée? Non ordonnée, n'est-ce pas? Mais ici, si je mets par exemple le décimal, regardez bien ce qui va se passer. Il transforme la liste en liste ordonnée. Il faut faire très attention sur les valeurs que vous allez donner à liste style type en fonction de la cible. Vu que c'est vous qui développez, on est bien d'accord? Donc, il faut faire très attention à la valeur que vous allez donner ici. Vous pouvez changer la forme que vous voulez. Après, vous pouvez donner même plus tard une image comme puce. C'est possible. Il y a ce qu'on appelle le liste type image qui permet de pouvoir ajouter après des images. Mais comprenez que le mot décimal, si vous avez une liste UL, n'essayez pas de mettre décimal. C'est comme si vous avez une liste ordonnée, non ordonnée, vous voulez changer tout simplement en liste ordonnée. Donc je donne, par exemple, square, ça va nous donner tout simplement quelque chose relatif à un carré. Carré ici. C'est un carré. Voilà. C'est bon? Ok, suivez donc. Maintenant, regardez bien. À chaque fois que vous prenez un attribut, quel que soit l'attribut, quand vous donnez une valeur, comme par exemple lorsqu'on prend liste type et qu'on donne genre, on a donné quoi? Square, ça veut dire qu'on veut changer la puce là en carré. Mais quel que soit l'attribut, il y a une valeur là qu'on appelle non. Suivez bien. Et retenez ça aujourd'hui et puis plus tard on va beaucoup l'utiliser. La valeur non, ça veut dire que la fonction principale de l'attribut là, on la désactive. C'est ce qu'on appelle la valeur non. Quel que soit l'attribut, si vous lui donnez la valeur non, ça veut dire que vous désactivez tout simplement cette fonction-là. Donnons un exemple. Ici, on sait qu'une liste, par défaut, va avoir ce qu'on appelle les puces. Et liste type permet de pouvoir update ces puces-là. On est bien d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passera si, au lieu de donner quelque chose qu'on connaît comme square, disque, cycle, les choses-là, si on venait à mettre à la place non? On est bien d'accord? Ça veut dire que tout simplement, on ne veut pas avoir tout simplement une puce. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on désactive tout simplement la puce là. Regardez, ce qui va se passer, c'est que si j'actualise cette page-là, on ne va pas voir la puce. On est bien d'accord? Voilà, donc comprenez bien que pour la plupart et tous les attributs, quand vous mettez la valeur non, c'est comme si vous désactivez la fonctionnalité là, tout simplement de l'attribut. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que nous, on va utiliser plus tard. Mais non, liste type, comprenez que c'est comme l'attribut type qui se trouvait sur une balise HTML liste. Et en donnant juste les valeurs qui permettent de pouvoir changer. Donc, voici en grosso modo ce qu'il faut comprendre sur style type pour les listes. Après, vous pouvez aussi faire pour une liste non ordonnée et modifier en donnant les valeurs que vous voulez, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en général, c'est ça les choses qu'il faut comprendre sur text align, text decoration, list type. Ce n'est pas forcément des choses très compliquées. Par contre, les choses qui vont venir là, les choses qui vont venir, ce sont des choses là où on va passer un peu plus de temps. Alors jusque là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Jusque là, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ça va? Ok, maintenant, on va parler un peu de quelque chose qui sera un peu plus intéressant. Commençons par ce qu'on appelle le... Madame, pardon, donne-moi le marqueur. Commençons par ce qu'on appelle le margin, une marge. Bon, le margin, lorsque vous avez fait la recherche là, ça permet de définir une marge, mais quel genre de marge? Une marge externe. Hein? Regardez, ok, suivez bien. Supposons que ici, on a un élément et on a bonjour. Regardez bien, la couleur d'arrière-plan de l'élément est en rouge.
Et puis, on a un autre élément, bonsoir. Et aussi, la couleur d'arrière-plan est en rouge. Ok. Donc, ça c'est un P. Ça c'est un P. Le margin, regardez bien, lorsqu'on est là sur ce P et qu'on définit un margin, le margin c'est quoi? L'espace là, l'espace là, l'espace là, l'espace là. C'est-à-dire une marge externe. La marge qui se trouve entre l'élément et les autres éléments. C'est ça qu'on appelle marge externe. C'est-à-dire l'espace entre le premier P et le deuxième P là, c'est ça l'espace là qu'on appelle le margin. L'espace entre le P et notre body, c'est ça qu'on appelle le margin. Par rapport à gauche du body ou bien par rapport à droite du body, c'est ce qu'on appelle le margin. En d'autres termes, regardez bien, ce P là, ce P, j'ai trop zoomé chez moi ici. Voilà. Regardez bien. Vous voyez que ici, le noir ne touche pas le fond, n'est-ce pas? Ne touche pas ici, à gauche. Il y a un peu d'espace entre le bord là et puis notre P. Et ici, à droite aussi, il y a un peu d'espace. On est d'accord? Dans l'espace, à droite là, c'est la marge externe, margin, de droite. L'espace à gauche là, c'est la marge externe, margin, left. Et l'espace en haut, ça va être margin. Quand je dis espace en haut, c'est l'espace là où il y a le blanc entre l'élément, le P, et puis le vert là. C'est ce qu'on appelle le marge en haut, la marge en haut. Et puis l'espace en bas, en blanc, c'est ce qu'on appelle le margin, et puis le margin en bas. C'est bon? Dans marge externe, c'est ce qu'on appelle margin. Et puis dans c'est la marge interne. Maintenant, donc, voici en termes de visuel ce que c'est que une margin. Maintenant, concrètement, ici, regardez bien. Regardez bien. Dans nous, ce qu'on veut du moins, c'est par exemple d'augmenter. Voilà. Comme ça, on verra la différence de l'espace là. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est par exemple, on veut manipuler la marge. Donc, on peut faire ça. On peut dire, le premier P, c'est le P avec dièse. P1. OK. OK, suivez bien. Donc, si je mets P, le P1 et je mets margin, et puis plus tard, on va détailler tout à l'heure, du moins, si je mets margin et que je mets 100 pixels. Regardez ce qui se passe si j'actualise. Vous voyez, là, il y a 100 pixels. Ici, il y a 100 pixels. Bon, il y a 100 pixels même si on ne voit pas. Et puis, il y a 100 pixels. En général, lorsque vous mettez juste margin, c'est parce que dans lui, il sait que tu veux mettre en place une marge externe. Et comme tu n'as pas précisé, est-ce que c'est la marge à gauche que tu veux augmenter ou bien la marge à droite, ainsi de suite. Donc, il applique la marge sur tous les marges. C'est-à-dire sur gauche, droite, en bas, en haut. Comprenez bien. Quand on fait margin comme ça, ou bien padding comme ça, ou bien border comme ça, c'est qu'on le fait sur les 4 côtés. On est bien d'accord? Les 4 côtés. Là, j'ai dit quoi? Mets-moi 100 pixels sur tous les bords. Mais non, moi, je vais préférer pour le moment utiliser la marge à gauche. Je voudrais que c'est la marge à gauche qui fasse 100 pixels. Donc, je peux mettre margin left. Donc, je peux faire comme ça. Margin left, ça veut dire que je ne vais pas modifier les 4 côtés. Je vais juste mettre de l'espace, c'est-à-dire une marge à gauche de l'élément. Alors, cette fois-ci, regardez bien maintenant. Regardez. Là, l'élément, il est là où il était, mais sauf que là, il y a une marge de 100 pixels. On est bien d'accord? Je vous avais dit que l'unité pixel, c'est une unité de mesure. On verra qu'il y a ce qu'on appelle le REM, il y a le EM, il y a le PT, il y a le VIEW. Tout ça là qui nous permet de pouvoir mesurer tout simplement quelque chose. Maintenant, donc, en général, on peut utiliser pixels ou bien des pourcentages ou bien REM. Et donc, regardez bien, ici, si je mets ça, 100 pixels, l'espace qu'on voit là, ça fait 100 pixels. Entre ça là, c'est ce qu'on appelle le body et puis le P. Dans le body et le P,
si je mets une margin left de 100 pixels, voici ce qu'il me donne comme résultat. Et je dis bien que c'est une marge externe. Marge entre l'élément et un autre élément, c'est le margin. Si je veux mettre une marge à droite, je peux faire aussi cela. Ce qui veut dire que je vais utiliser margin right. Margin right permet de définir une marge à droite. À droite, je vais mettre 40 pixels. 40 pixels. Et on va voir ici, si j'actualise, regardez bien, si j'actualise, il le fait. Il le ramène comme ça. Il le ramène comme ça. Et donc, il déclare, et du moins, il ajoute ce qu'on appelle une marge de 40 pixels à droite. Donc, vous pouvez décider d'espacer vos éléments en vous basant sur le margin. C'est-à-dire, je dis bien espacer les éléments. Parce qu'il y a deux éléments. Et lorsqu'on a deux éléments ou bien trois éléments, les marges qui les séparent, c'est ce qu'on appelle le margin. Et comment on le fait? Vous allez dire, est-ce que vous voulez modifier par rapport à la marge à gauche ou bien à droite? Mais non, si aussi ce n'est pas gauche-droite et que vous voulez modifier la marge en bas par exemple. Marge en bas, c'est ce qu'on appelle le margin bottom. Donc, quand vous mettez margin bottom, ça veut dire marge en bas. Et la marge en bas, c'est quoi? C'est-à-dire que l'espace qui doit d'abord être avant que le prochain élément ne vienne. L'espace entre l'élément actuel et celui qui doit venir. Donc, regardez bien, avant d'actualiser, regardez par défaut, on a le bonjour et le bonsoir qui est assez proche de bonjour. Maintenant, si je vous montre la margin bottom, par exemple de 100 pixels, regardez bien ce qui va se passer. Le bonsoir, il est mis en bas. Ça ne déplace pas l'élément. On a juste dit quoi? Pour cet élément, on met une marge de 100 pixels avant de placer le prochain élément. Parce que c'est une marge entre lui et l'élément qui suit. Margin bottom. C'est la marge en bas de l'élément bonjour que je viens de définir. Margin left, c'est la marge à gauche avant l'élément bonjour. Et margin right, c'est cette marge-là. Maintenant, si je veux définir aussi une marge en haut, il y a ce qu'on appelle le margin top. Donc, en détail, voici les 4 marges que vous pouvez préciser. Margin top, margin right, margin bottom et margin left. Par exemple, ici, je vais mettre 50 pixels. Ça veut dire que c'est la marge qui doit être quoi? Tout simplement en haut. Toutefois, on ne déplace pas l'élément qui vient avant. Non. L'élément qui vient avant occupe déjà son espace. Si sur bonjour, je définis un margin top, c'est quoi? Je veux dire quoi? Entre l'élément qui était là et l'élément bonjour, il faut l'espace de 50 pixels. Ça ne va pas déplacer l'élément précédent, mais c'est le bonjour là qui doit d'abord respecter d'abord 100 pixels comme espace avant de se placer. Vas-y. Non, BR, il fait juste un retour à la ligne. On est bien d'accord? Et lorsqu'il passe en retour à la ligne, il peut y avoir que l'élément soit proche de l'élément précédent. On est bien d'accord? Maintenant, si tu veux les éloigner de plus, tu augmentes juste le margin. Bon, disons que c'est comme élément BR, mais quand tu mets plusieurs BR pour déplacer ainsi, tu vois, ben, comprenons ça comme ça. Mais en général, le BR ne nous sert pas à grand-chose. On peut s'occuper tout simplement avec du CSS pour gérer les choses. C'est mieux. Voilà, donc, margin, c'est pour pouvoir espacer un élément d'un autre. C'est bon? En fait, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas forcément le margin? Pourquoi ce n'est pas forcément le BR? Parce que si on prend spécifiquement BR, c'est tout simplement comme le margin bottom. Tu vois? Or, margin, il y a 4 côtés. Il y a un margin left, margin right et margin on. Tu vois? Voilà. Donc, ici, pour mettre l'espace entre l'élément-ci et cet élément-là, si on est ici, on va définir tout simplement une marge en haut. Si on était là-bas et qu'on veut définir la marge ici entre lui et ça, on va mettre le margin bottom de celui-là. Mais nous, on est sur cet élément. L'espace entre le premier élément et lui, c'est margin top. L'espace entre lui et l'élément bonsoir, c'est ce qu'on appelle le margin bottom. L'espace entre lui et le début de notre page, c'est le margin left. L'espace entre lui et la fin de la page, c'est le margin right. Voici les 4 côtés. Que ce soit le margin et le padding, on aura toujours les 4 côtés. Même les bordures aussi, il y a toujours
les 4 côtés qu'il faut savoir. Et c'est ça, le mot-clé ne change pas. Right, droite, left, gauche, top en haut, et puis bottom en bas. Les 4 éléments. C'est bon? Ok. Maintenant, si vous comprenez ça, normalement, après la suite, ça va sembler un peu plus simple. Maintenant, je vais diminuer tout simplement mon margin bottom là à 20 pixels. Voilà, pour que le bonsoir là revienne encore un tout petit peu ici. Donc, voici ce que c'est que des margins. Et vous pouvez déplacer les éléments où vous voulez. Maintenant, je suis connecté normalement. Est-ce que j'ai un site, quelque chose? On peut aller ici par exemple. Donc, regardez bien, sur certaines pages, par exemple, un bouton peut se trouver ici, quelque chose peut se trouver ici. Donc, après, comment est-ce qu'un élément, on peut le prendre et le mettre quelque part? On peut utiliser après des marges pour déplacer l'élément et le mettre à droite ou bien à gauche. On est bien d'accord? Par exemple, le bouton qui se trouve ici, des choses qui se trouvent là, ainsi de suite. On peut utiliser une marge et on déplace l'élément. En fait, supposons, en fait, comprenez que c'est ça. On utilise la marge là quand on est en train de déplacer l'élément. Ici, par exemple, là, si on voulait que l'élément se retrouve juste ici, on allait le pousser encore, c'est-à-dire augmenter la marge à gauche. Donc, comprenez que si on augmente la marge à gauche, ça fait ramener l'élément vers la droite. Si on augmente la marge à droite, ça ramène l'élément un petit peu à gauche. On est bien d'accord? Mais si on a défini marge à gauche et marge à droite, si on augmente la marge à droite, ici, il va tout simplement réduire tout simplement la taille de l'élément. Il va réduire la taille. Comme par exemple, si je fais ça, margin right, j'augmente à 100. Regardez bien, cela ne veut pas dire que l'élément là doit passer à gauche. Cela veut dire qu'il faut encore réduire la taille tout simplement jusqu'à avoir 100 pixels. On est bien d'accord? Il faut savoir que là, jusqu'ici, ça nous fait 100 pixels. Je peux encore décider de réduire la taille. Mais plus tard, on verra encore qu'il y a un autre attribut spécifique pour modifier la taille qu'on avait déjà utilisé sur des images qui sont aussi disponibles ici, qu'on appelle les 8 et puis les 8. On verra ça. Ok, donc mes margins permettent tout simplement de déplacer un petit peu, du moins, mettre un peu d'espace entre un élément et ça. Maintenant, on fait tout simplement le parallèle avec le padding pour que vous compreniez. Regardez bien. Par contre, le padding, ça va être l'espace entre l'élément et le contenu qui se trouve à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le padding. Regardez bien. Pour ce bonjour, margin left, c'est cette marge-là. Pour ce bonjour, margin left, c'est l'espace blanc qui se trouve à gauche. Mais sur ce bonjour, si je mets padding left, c'est-à-dire quoi? La marge entre le début du noir et puis le début du texte là. C'est ce qu'on appelle la marge interne. Ça, c'est ce qu'on appelle la marge externe. Marge interne. On est d'accord? L'espace entre le noir et puis le texte, ce qu'on appelle marge interne. C'est ce qu'on appelle le padding. L'espace entre le blanc là et l'élément, ce qu'on appelle le margin. L'espace entre le début du noir et puis le commencement du texte, c'est ce qu'on appelle le padding. Marge interne. Voyons voir. On va définir une padding left. Sur le P là, toujours. Si je définis ici un padding left et que je mets 30 pixels, regardez bien ce qui va se passer. Regardez, le texte là qui se déplace, ce n'est pas l'élément qui se déplace. Regardez bien. Voilà ce que je disais. Donc, big moi margin et big moi padding. Padding, c'est l'espace entre l'élément et son contenu. Et margin, c'est l'espace entre l'élément et un autre élément. Margin, espace entre l'élément et un autre élément. Padding, espace entre l'élément et ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le padding. Mais il a toujours ces 4 petits. Padding left, padding top, padding right, padding bottom. On est bien d'accord? Donc, vous pouvez décider de faire ces choses-là pour définir l'espace. Par exemple, si je veux par exemple augmenter l'espace en haut, je vais juste dire padding quoi? Padding top. Bon, ici me propose, si je mets par exemple 30 pixels, on va voir que le padding top va nous faire 30 pixels.
ici, il respecte 30 pixels avant de placer le contenu. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le padding top. Le padding bottom, ça va être en bas. Je donne un exemple. Padding bottom de 30, ça veut dire que là, il va mettre encore un peu d'espace entre le texte et puis le contenu là. Il va mettre un petit peu d'espace. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le padding. Et ça là, c'est ce qu'on appelle le margin. Maintenant, si vous avez compris, on va faire quelques exercices avec le margin et le padding. Est-ce que vous avez bien compris? C'est bon? Sûr? Sûr? Ok. Maintenant, regardez juste avec ce qu'on a fait là. Donnez-moi juste 2 secondes sur le même fichier. Je vais compléter quelque chose et vous allez reproduire ça. Je vais créer 3 paragraphes. Bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3. Je vais mettre P, bonjour 1. Un autre P, bonjour 2. Un autre P, bonjour 3. Ok. Et celui-là. Le drapeau du Sénégal, c'est vert. C'est vert. Je sais. Je demande, le drapeau du Sénégal, c'est vert. Vert, jaune, rouge. C'est ça, n'est-ce pas? Ou bien, c'est ça, vert, jaune, rouge. Ok. Donc, je vais mettre vert, jaune, voilà. Si vous avez bien understand, normalement, vous serez normalement en mesure de faire ça. Et après, on verra maintenant comment est-ce que on pourra faire que le drapeau soit collé. Si vous avez bien compris ce que j'ai fait là, vous avez bien compris. Normalement, vous devez représenter ça là. Donc, c'est 3 paragraphes. 3 paragraphes qui auront des choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'utilisation de marge en haut, du moins c'est marge externe et marge interne. Et il y a ce qu'on appelle quoi encore? Bon, couleur de fond, couleur de texte, ça ce sont des choses que vous maîtrisez. Alors, tentez de reproduire ça. C'est juste 3 paragraphes. Premier paragraphe à bonjour 1, deuxième bonjour 2, troisième bonjour 3. Tentez de représenter en vous basant sur les notions que nous, on vient de faire là. Voilà. Donc, j'ai créé 3 paragraphes et maintenant, j'ai ajouté pour chaque paragraphe un ID. Dans la balise type, je peux choisir le premier paragraphe en faisant dièse la valeur du ID, c'est-à-dire P1. Et maintenant, si je fais ça, par exemple, je dis background color. C'était en quoi? C'est vert, non?
C'est vert, n'est-ce pas? Vert, c'est green. On est d'accord? On voit que la couleur d'arrière-plan, c'est en vert. Ce que je peux faire aussi, c'est de faire la même chose pour P2. Background color, c'est vert, jaune. Donc on va dire yellow. Yellow, c'est jaune. Maintenant, suivez bien. Par exemple, si vous ne connaissez pas le nom de la couleur, il y a toujours aussi une possibilité de choisir la couleur. Suivez très bien. Supposons que je ne sais pas, qu'est-ce qui me dit... Attendez, je fais ça. Pour le P3, je vais l'appliquer sur le P3. Je mets background color. Background color. Je mets black. En fait, je ne sais pas ce que veut dire couleur rouge. Donc, je ne peux pas dire le nom en rouge ici. Comment je peux faire pour chercher le rouge? Donc, je mets une couleur que je connais. Au moins, vous connaissez au moins une couleur. Soit black ou bien au moins quelque chose en anglais, vous connaissez au moins une couleur, n'est-ce pas? Donc, vous mettez la couleur là. Comme par exemple, je mets black. Tout le monde connaît black. Ça veut dire noir, n'est-ce pas? Ok, donc mettez black. Et ensuite, maintenant, si vous voulez chercher le rouge, regardez bien. Le petit carré qu'on voit ici noir là, couleur noire là, ça peut nous permettre de changer de couleur. Regardez, si je fais comme ça, il m'affiche cette palette de couleurs là. Et je peux choisir une couleur que je veux. Et ici, c'est sûr que je vais trouver ma couleur. Pour choisir la couleur, vous dirigez votre curseur sur la chose et vous voyez le bouton là. Il y a un petit bouton. Vous faites un clic gauche, vous la déplacez. Et vous pouvez choisir la couleur. Si par exemple la couleur ne se figure pas là, ici, vous avez la possibilité de choisir est-ce que c'est du bleu, est-ce que c'est du rose, tout ça là, vous choisissez. Et ici, ça vous permet d'accentuer la couleur ou bien de faire quelque chose, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Nous, on cherche le rouge. Donc, je reviens ici. Ça, c'est le rouge, n'est-ce pas? Ou bien le rouge, c'est en... Bon, je pense que les deux là, c'est les mêmes, c'est les rouges. Donc, regardez bien. Donc, j'ai choisi une couleur rouge. Je vais choisir une couleur rouge. Maintenant, celui qui connaît, il peut dire juste red. C'est bon? Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir choisir après les couleurs avec ce logiciel-là. Maintenant, regardez bien. On a ce résultat qui se trouve être là. Nous, ce qu'on veut réaliser, c'est ça. C'est-à-dire quoi? Avoir de l'espace là, espace ici. Mais ce qu'on remarque, c'est quoi? Le même espace là, c'est ici la même chose. C'est-à-dire la taille, en termes d'espace à gauche là, doit être la même pour tous les paragraphes. Commençons d'abord par le premier paragraphe. Ça là, cet espace en blanc là, on appelle ça le margin, marge externe. Et l'espace entre le début de vers et le texte, c'est ce qu'on appelle le padding. On va commencer par le margin d'abord. Donc, je vais commencer par définir mon margin. Je définis ici, sur l'élément, margin, mais c'est un margin left. Et je peux donner une valeur en pixels. Si ça ne correspond pas, vous pouvez augmenter cette valeur jusqu'à trouver la position que vous voulez. Par exemple, je dis 70 pixels comme ça. Et automatiquement, on va voir que là, ici, il a une marge de 70 pixels. On est bien d'accord? Et j'ai dit quoi? La marge là, ça doit être la même chose pour celui-là, la même chose pour celui-là. En d'autres termes, en programmation, ce qui est bien, c'est quoi? Je peux faire ça. CTRL-C. Je ramène ça ici. Je colle là. Est-ce que vous voyez? Et aussi, je peux l'amener ici, sur le troisième élément, je le colle. Donc ici, ils ont tous les mêmes margin left. Si je augmente une valeur ici, il faudrait que j'augmente la valeur en bas. Si je mets ici margin left de 100, il faudrait que ici, ça soit de 100, ici aussi de 100. Parce que ici, ce que je vous ai montré, c'est quoi? Les informations commencent au même endroit. Donc le margin left, ça va être le même pour les trois éléments. OK. Ici, on a choisi un margin left de 70. On va aussi définir un margin right. Je mets un margin
et je dis right pour définir la marge à droite. Si je veux aussi, je peux mettre 70 pixels. La même marge à gauche est égale aux mêmes marges à droite. Je peux faire ça comme ça et je copie, je colle, je copie, je colle. Et toutes les informations auront la même marge à gauche, la même marge à droite. Donc ça, c'est d'abord pour gérer ce qu'on appelle les marges externes. Jusque-là, c'est bon. On a utilisé que le margin left et le margin right pour avoir ça et ça, avec les mêmes valeurs pour chaque élément. Maintenant, regardez bien. Et puis après, plus tard, on verra que on peut factoriser ça. C'est-à-dire que s'ils ont des choses qui sont en commun, on peut factoriser. Mais je vais vous montrer ça plus tard. Revenons ici. Pour le premier élément, on voit qu'il y a une marge entre l'élément et son contenu. Le texte qui se trouve à l'intérieur. Et donc, cette marge-là est définie par le padding. Pour le gauche, padding left, en haut, padding top et en bas, padding bottom. Donc, si je mets ici, padding left, par exemple, de 20 pixels, voici ce qu'on va avoir. Je peux augmenter de 50 pixels. Donc, voici une marge à gauche de 50 pixels. Je peux faire aussi une marge à droite, marge interne. Padding, et je dis marge en haut du moins. Margin top, padding top de 20 pixels. Pourquoi padding top? Parce que ici, vous voyez bien qu'il y a de l'espace en haut. Et puis il y a de l'espace à gauche. Et puis il y a de l'espace en bas. Donc, padding left, padding top. Normalement, le padding top devait être plus grand que le padding left. Selon l'image. Selon l'image qui est là, la marge en haut est un peu plus grande que la marge à gauche. La marge à gauche, le padding left, est plus petit que le padding top. Donc, ce que j'ai fait ici. Donc, je dis padding left, ici, 30 pixels, padding top, 50. Mais 50 même, c'est beaucoup. Je vais mettre 40. Voilà. OK. Et maintenant, je dois faire la même chose pour le padding qui se trouve en bas. Ça va être padding quoi? Voilà. Donc, padding bottom, je vais aussi donner 40 pixels. Et donc, on aura l'élément 1 qui sera comme ça, comme ce que nous, on voulait avoir. L'élément 1, à l'espace à gauche, l'espace à droite, et à l'intérieur, il y a une marge interne à gauche, en haut, et puis en bas. Bon, ici, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de marges ici. Donc, ça là, ça ne nous intéresse pas. C'est juste la marge à gauche là qu'il nous faut. On a mis padding left en haut, padding top et en bas, padding bottom. Mais c'est la même chose qui se répercute après sur les trois autres éléments. On est bien d'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Tous mes paddings là, mes trois, je peux les copier et le mettre directement. Le jaune devient de la même manière. Et si je l'ajoute aussi sur le rouge, on voit que ainsi, on a le résultat. On a juste utilisé margin left, margin right, et ensuite on a utilisé padding left, padding top et padding bottom. La couleur du texte. La couleur du texte, vous utilisez color. Par exemple, en haut, le P1, color, background color, permet de changer la couleur d'arrière-plan. C'est bon? Si je veux changer la couleur de texte, en plus de background color, je peux ajouter color. Et je mets, c'était en rouge, hein? Je mets red. Et pour chaque élément, vous pouvez faire ça. Vous mettez l'attribut color, ça veut dire changer la couleur du texte, la couleur du contenu. Color, background color, couleur d'arrière-plan. Color, couleur du contenu. Background color, couleur d'arrière-plan. Oui. Pour border.
Bonjour 3. Oui. J'ai utilisé deux couleurs rouges. Ici, hein? Ici. Non, j'ai pas utilisé deux couleurs rouges. Ici, c'est le noir. Ici, c'est le noir. Ça dit que j'ai gardé juste tout simplement la couleur de base du texte. Ça, c'est noir, c'est pas rouge. Si c'était rouge, on n'allait pas voir le texte. Donc, en fait, on va ajouter le color red aussi pour le deuxième élément pour avoir exactement la même chose. Il y a color red pour le premier élément et le deuxième élément, et puis color qui reste toujours en noir pour le troisième élément. Et ainsi, on aura réalisé ça. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Oui. Si on met padding, là maintenant, on peut gérer les quatre bords. C'est-à-dire, on peut définir quatre valeurs. Lorsque tu mets, maintenant, pour cette question-là, je peux le faire au tableau ici. Donc, si vous ne voulez pas faire les padding left, padding quelque chose, padding ainsi de suite, là, vous pouvez utiliser, par exemple, commençons par le margin. Si je mets juste margin et que je mets quatre valeurs, si je mets valeur 1, pixel, valeur 2, c'est lui-même décrit, je mets 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, 10 pixels. On est bien d'accord? Si je mets 4 valeurs, on va voir ce que cela signifie. Si je mets margin et je mets 3 valeurs, si je mets margin et je mets 2 valeurs, et si je mets margin et une valeur, on est bien d'accord? En fait, tout à l'heure, quand j'avais utilisé margin, j'ai mis une seule valeur, et j'ai dit quand vous mettez margin avec une seule valeur, ça veut dire que la marge que vous définissez s'applique sur les quatre côtés. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Suivez d'abord, suivez. Après, vous allez reproduire ça. Si vous pouvez faire les margin left proprement dit, margin top, margin bottom, c'est-à-dire préciser la côté du bord. Mais aussi, vous pouvez utiliser uniquement margin et préciser les quatre valeurs, ou bien préciser une valeur, ou bien deux valeurs, trois valeurs. Mais comment ça se passe? Tout à l'heure, quand on avait utilisé juste margin comme ça, pas de left, pas de top, pas de quelque chose, et qu'on a mis une valeur, j'ai dit que la marge qu'on définit s'applique sur les quatre côtés. C'est bon? Et on va remonter maintenant. Lorsque on utilise margin avec deux valeurs, ça veut dire que la première valeur, c'est pour la marge en haut et en bas. Et ça veut dire que la deuxième valeur, c'est pour le gauche et le droit. C'est bon? Donc on a un élément comme ça. Comme ça. Si on utilise margin 2 pixels, donc ici on va avoir 2 pixels, et ici 2 pixels, et ici 3 pixels et 3 pixels. C'est ce qu'il faut comprendre si on met margin avec deux valeurs. Jusque là c'est bon. Maintenant, si vous voyez par exemple margin avec 3 valeurs, qu'est-ce que cela signifie? Margin, que ce soit margin padding, c'est la même chose. Margin avec 3 valeurs, ce qui veut dire quoi? Déjà, la première information, c'est ce qu'on appelle le margin top. 2 pixels. La première information du margin, forcément, ça commence par le top. C'est pourquoi je dis ici, c'est haut en bas. Ici, c'est haut en bas, ainsi de suite. Donc, la première valeur, c'est toujours le margin top. C'est ce qu'il faut comprendre. Et maintenant, dans ce cas-là, la deuxième valeur, lui, ça va être quoi? Ça va être la marge à droite et à gauche. Et la troisième valeur, ça va être la marge en bas. Donc, lorsque vous voyez margin avec trois valeurs, ça veut dire que la première valeur, c'est la marge en haut. La deuxième valeur, c'est la marge à gauche et à droite en même temps. Et la troisième valeur, c'est la marge en bas. Regardez bien. Marge avec trois valeurs. Première valeur, c'est margin top. Deuxième valeur, c'est gauche-droite.
Hein, gauche, droite. Ou bien droite, gauche. Et puis maintenant, troisième valeur, c'est la marge en bas. C'est bon? Mais non. Si on parle maintenant de margin avec 4 valeurs, ça veut dire qu'on est en train de préciser les 4 côtés. Mais concrètement, comment ça se lit? Donc ici, le premier, je l'ai dit bien, ça va être le margin top. Le deuxième, ça va être le margin right. C'est-à-dire le 3 pixels, ça va être le margin right. Le troisième, ça va être le margin bottom. Et puis la quatrième, ça va être le margin left. Donc si tu vois margin avec 4 valeurs, comme ça, c'est comme ça que c'est. Margin top, margin right, margin c'est comme genre dans le sens. Aiguille, c'est comme ça, non? Ou bien c'est comme ça? D'une montre. La montre, c'est comme ça, oui. Dans le sens normal d'une montre. Tu lis ça comme ça. Donc tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Margin left, non, top, right, bottom, et puis. Voilà, donc ces 4 marges, c'est comme ça. Les marges, c'est comme ça que vous pouvez les utiliser. Tu peux l'utiliser en précision 4 valeurs, 3 valeurs, 2 valeurs, et une valeur. Mais tu comprends exactement ce que cela veut dire. Parfait. D'autres questions? D'autres questions? Voilà. OK. Pour gérer celui-là, je dois passer par l'ID P2. On est d'accord? C'est-à-dire que ici, cet élément-là. N'est-ce pas? Maintenant, ce P2-là, lorsque je suis sur ce P2 et que je définis une marge left, par exemple, de 70 pixels, ça veut dire que je fais comment? Ça veut dire que je veux que l'élément se déplace vers la droite de 70 pixels. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand je dis par exemple le P2 margin left de 70 pixels, donc je l'ai fait déplacer, c'est-à-dire je l'ai ramené vers la droite en ajoutant à gauche 70 pixels. Là, c'est sûr que vous êtes d'accord. La même chose pour la margin top, c'est la même chose. Quand je mets margin bottom, ça veut dire quoi? Je vais déplacer le prochain élément pour que l'élément se déplace en bas. Pas que le H2, le bonjour 2 se déplace, mais genre le prochain élément. C'est-à-dire que, regardez bien, si je mets margin bottom et que je mets par exemple 25 pixels. Regardez bien. Si je mets margin bottom 25 pixels, c'est pas beaucoup. Je vais mettre 65 pixels. Voilà, donc ça veut dire que je ne déplace pas lui là. Pour le margin bottom, j'ai dit que le margin bottom c'est entre l'élément et ce qui vient après. C'est ça le margin bottom. Donc celui qui vient après là, c'est lui qui se déplace. Si je mets margin top de 65 pixels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'élément là que je ramène en bas. C'est-à-dire entre lui et celui-là, je ramène le jaune en bas. Jusque-là, vous me suivez? Il doit y avoir une margin top de 65 pixels. Donc, plus vous allez augmenter une marge, par exemple, si j'augmente la marge à gauche, je ramène l'information à droite. Si j'augmente la marge à droite, je ramène l'information à gauche. Si j'augmente la margin top, je ramène l'information en bas. Parce que je mets de l'espace en haut, donc l'information descend en bas. Donc, comment faire pour que l'information remonte en haut au lieu de descendre? Je dis bien, plus on donne de la marge, comme par exemple, je donne margin top 65 pixels, on voit bien que l'information est descendue plus en bas. Si je fais par exemple 15 pixels, regardez cette fois-ci le jaune. On est bien d'accord? Donc, plus j'augmente la marge top, plus l'information descend. Plus j'augmente la margin left, plus l'information s'enfonce vers la droite. Mais comment faire pour que l'information revienne? Ou bien comment faire pour que l'information revienne comme ça? Hein? Je dois diminuer l'information, n'est-ce pas? Par exemple, ici, je mets 70 pixels. Ça veut dire que je fais comme ça. Bon, je vais garder ça là. Maintenant, celui-là, je veux que ça remonte en haut. On est bien d'accord? Maintenant, pour que ça remonte en haut, je suis en train de traiter son margin top. Par exemple, celui-là, je suis là. Si je vais traiter l'information pour que ça remonte, je dois gérer son margin top. Toutefois, si je mets margin top 0 pixel, comme ça. Si je mets margin top 0 pixel, l'information ne remonte pas. Donc, comment faire pour que l'information retourne en haut?
Par exemple, plus on augmente la margin top, plus l'information descend. Quand est-ce que l'information remonte? Hein? On diminue comme, c'est-à-dire, donne un exemple. Regardez bien. Comment? Une valeur négative permet de ramener la chose. Suivez bien. Plus on donne une valeur positive, plus l'information se déplace. Donc, lorsqu'on donne par exemple 10 pixels, 60 pixels, plus l'information descend sur le margin top. Mais si on diminue, comme tu l'as dit, par exemple, jusqu'aux valeurs négatives, plus on remonte l'information, tout simplement. Regardez bien cette fois-ci. Si au lieu de margin top, là, de ça, je mets moins 10 pixels, vous allez voir que l'information remonte en haut. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si je mets par exemple margin top de 25 pixels, on va voir que qui sont presque côte à côte. Je vais mettre 23, voilà. 23, je pense 22, ou bien 21. Voilà, 21 c'est la limite. Parce que normalement, si je mets 20, ouais, 20 c'est bon. Ok. Je ne veux pas qu'il se mette au-dessus du premier élément là, mais non la même taille. Donc, lorsqu'on fait juste margin sur celui-là, margin top de moins 20, on le remonte un tout petit peu de moins 20 pixels. Donc, quelle que soit la marge, si vous me donnez la valeur négative, vous faites le sens inverse. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, si je fais margin top moins 20 pixels, je ne veux pas donner de marge en haut. Je veux remonter l'information. Je veux le rapprocher du précédent. Si je donne 20 pixels, je veux le séparer du précédent. C'est-à-dire de mettre l'espace entre l'élément précédent et lui. C'est ça, marge positive. Marge négative, c'est comme si on essaie de supprimer la marge entre les éléments. C'est bon? Ok, donc maintenant si on comprend ça, ce qu'il faut juste faire c'est quoi? On duplique margin top là, on le met aussi sur le troisième élément. Et ainsi, on a ce résultat là. Il fallait juste mettre margin top négatif. Je vous ai dit que c'est l'utilisation des mêmes choses qu'on a vues là. C'est bon? Et qui? Bah, ce que tu fais là, ça marche, mais ce n'est pas évident. Mettre margin et puis mettre margin, on ne le fait presque jamais. Ah oui, mais c'est ça. J'ai vu margin 0 et puis margin 5%. J'ai vu deux fois. Oui. Oui. Oui, mais en fait, c'est ce que je dis. Quand je suis passé, j'ai vu deux margins. Margin 5% et margin 0. Je dis, il ne faut pas faire ça. C'est bon? Oui, tu as levé la main. Oui, mais il y a une personne qui a levé la main ici, là. C'est qui? Le deuxième cas, le plus simple. Comme, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Deux valeurs. Voilà. Mais ça, là, je l'ai expliqué ici. Non? Imagine deux valeurs, imagine trois valeurs, imagine quatre valeurs. Est-ce que je dis? Ça, je l'ai expliqué. Quand tu m'imagines deux valeurs, ça veut dire ça à gauche, droite. Et ça, non, ça c'est haut en bas, ça c'est gauche, droite. C'est bon? Oui. Oui. Et l'autre c'est? Mais ce que je dis, le premier là, c'est 0 pixel, n'est-ce pas? Il dit marche en haut, marche en bas. 0 pixel. Est-ce que tu comprends? Voilà. En fait, nous ici, on utilise margin left, top, ainsi de suite. On n'utilise pas uniquement le margin. Regarde bien, dans tout ce qu'on voit dans le code là, quand on fait padding ou bien margin, c'est padding quelque chose, margin quelque chose. Tu vois, c'est pourquoi ici, je fais margin top. Est-ce que tu vois? Parce que là, j'ai déjà mis margin left, je ne vais pas utiliser juste margin encore après. Soit je n'utilise pas de margin left ni margin right et j'utilise juste le margin. Tu comprends? Mais si j'ai déjà utilisé margin left, margin right, je ne peux pas venir ici mettre le margin. Ça n'a pas de sens en fait. Parce que sur mes margins, c'est pour gérer les quatre côtés. Et on peut préciser soit deux côtés, trois côtés, ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Les valeurs qu'on donne. Du padding. Les valeurs, ici. Ça, là, ça veut dire sur quatre côtés. Ça veut dire le haut en bas. Et puis ici, le gauche et le droit. Ça veut dire qu'il va appliquer le margin sur le haut en bas de 2 pixels et en bas, et à gauche et à droite de 3 pixels.
C'est ça là. Quand il y a deux valeurs, il y a haut en bas et puis gauche, droite. C'est bon. Les deux, c'est bon. Ok, maintenant ici, ça veut dire que ça, le premier là, ça veut dire force mot. Tout, comme j'ai dit, à chaque fois, les premières valeurs commencent d'abord par le haut. Donc ici, le premier là, c'est le margin top. 2 pixels. Et je dis, comme il y a trois valeurs, la deuxième valeur sera appliquée sur le gauche et le droit. Gauche, droite, 3 pixels. Et le troisième, ça va être margin bottom. S'il n'y a que trois valeurs. Lui, par exemple, par rapport à ce que lui dit, il fait ça. Il dit 0 pixels et puis il dit 50. On est bien d'accord? Ça veut dire qu'il met une marge en haut et en bas de 0 pixels. Donc, aucune marge en haut, aucune marge en bas. C'est ce qu'il me dit. Le 0 là. C'est bon? Maintenant, donc, ici, jusque-là, c'est bon. Ok, maintenant, ici, quand on met ça, tu le lis dans le sens de l'aiguille, comme on a dit là. Haut, droite, bas, et puis gauche. C'est bon? Voilà, donc. Même chose. Absolument la même chose pour le padding. Alors, on va voir deux propriétés et puis on se quitte. Et on se reverra, Inch'Allah, la prochaine fois. Les deux propriétés, ce sont des choses que l'on a déjà fait en HTML. Mais on va voir comment le faire en CSS, ce qu'on appelle le width, la taille, sous ce forme, et puis le height, c'est-à-dire la taille d'un élément, sous ce forme-là, qu'on avait vu. On va voir ici comment ça se passe. Alors, regardez bien. En réalité, lorsqu'on va plus tard créer des pages, des sites web, on aura ce qu'on appelle des formes qu'on pourra utiliser, qu'on pourra traiter. Un exemple. Bon, on va prendre encore 10 minutes jusqu'à 45. Regardez bien, une page peut avoir une composition comme ça. Et ici, on peut avoir des éléments. Voilà. Donc, une page web, on peut avoir une page web qui peut avoir des formes comme ça. On est bien d'accord? Alors, on verra maintenant comment est-ce que les choses là plus tard seront réalisées. Déjà, comprenez bien que quand on utilise un P c'est pour définir un paragraphe. L'autre jour, je vous ai montré une balise qui s'appelait div. J'avais dit que c'est un conteneur. Il y a plusieurs balises, en fait, qui ne servent pas à utiliser, par exemple, une image ou bien un texte. Non. Mais c'est genre des balises qui permettent de regrouper des balises qui vont déjà bien ensemble. Comme la balise div, c'est une balise qui permet de regrouper un certain nombre de balises. Il y aura aussi une balise qu'on appelle balise section. Il y a la balise qu'on appelle site, les footers, les balises main, qu'on va utiliser pour pouvoir structurer tout simplement notre page HTML. Donc, ce qu'on appelle des balises de structuration, pas des balises qui présentent des noms. Et il permet, par exemple, je dis, ici, je vais définir des listes ordonnées, ici, une liste quelque chose. Maintenant, cette liste-là, je vais le mettre dans une balise qui permet de pouvoir avoir tout simplement une bonne structure dans mon code. Et ces balises-là, par exemple, ici, on aura une balise qui s'appelle site. Ici, par exemple, une balise qui s'appellera plus tard section. Ici, en général, lorsque vous voyez ça sur vos pages, c'est ce qu'on appelle des footers. Et ici, c'est ce qu'on appellera plus tard des headers. À l'intérieur des headers, on pourra utiliser des navs. Ce sont des balises qui permettent tout simplement de faire quoi? De regrouper les balises que nous avons déjà vues ensemble en HTML. Leur rôle, c'est ça. On va regrouper un certain nombre de balises pour faciliter après la mise en forme. Alors, donc, regardez bien, on va créer une balise section. On va créer une balise section. Je ne dis pas qu'on va recruter cette forme. On va créer juste une balise qui s'appelle section. Et maintenant, on va modifier ce qu'on appelle le height d'un élément et ce qu'on appelle le width de l'élément. Qu'on avait déjà utilisé sur des images. Ça là, c'est le width d'un élément. Ça là, c'est le height d'un élément. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Regardez bien. Ici, je peux supprimer tout ce qui se trouve là. Et là, je peux mettre une div
à l'intérieur de la div, je peux mettre un P, bonjour. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la div qui présente quelque chose. On met juste une div et puis après on ajoute les balises qu'on a vues ensemble. On est bien d'accord pour regrouper les balises dans la div. En sorte que si on manipule la div, si on déplace la div, tout ce qui est dans la div se déplace en même temps. Vous comprenez le rôle en fait. C'est comme ça, les balises qu'on appelle les balises container là. Alors regardez bien. Bonjour. Je mets bonjour ici. Voilà. Le texte bonjour, il s'affiche là. Maintenant, la div, elle est là. Si je mets div et je mets background color et je mets red, vous voyez ça, c'est la couleur d'arrière-plan de la div. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut augmenter la largeur et comment est-ce qu'on peut augmenter l'auteur de la div, quel que soit l'élément. Pas seulement des divs, même les P aussi, on peut les faire comme ça. Donc, quel que soit l'élément, comment est-ce qu'on peut décider d'augmenter la largeur ou bien d'augmenter la hauteur? Chose qui est différente de margin. Il y a une différence entre margin et augmenter la largeur. Alors, je dis, pour augmenter par exemple, ça là, le width, on fait width. Bon, nous par exemple, c'est déjà beaucoup grand et nous, on va diminuer. Si je mets width 50 pixels, regardez bien, il diminue tout simplement la taille là. C'est ça qu'on appelle le width. Donc, pour manipuler ce width là, vous allez cette taille, vous utilisez width et vous donnez une valeur. Par exemple, si je mets 250, c'est ce qu'on appelle un width de 250 pixels. Rien à voir avec des marges. Maintenant, si je vais donner l'auteur comme ça, je vais utiliser un 8. Et je vais mettre 50 pixels. Sinon, je peux mettre 150 pixels. Voici, j'ai un objet comme ça. Je lui ai donné un width et un 8, comme ça. Donc, 8, c'est comme ça. Et puis, width, c'est comme ça. Pour le moment, on va utiliser les unités en pixels, en général. Et donc, maintenant, est-ce que je suis obligé de mettre forcément le bonjour? Même pas. Même si je ne mets pas le bonjour, ce n'est pas le plus important. C'est pas important. C'est-à-dire que je peux créer juste... C'est une zone, en fait. Une zone où on peut ajouter des choses après à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut manipuler cette zone-là? On peut la manipuler en général. La manipulation, c'est d'abord de définir, par exemple, la taille sous ce format-là, ce qu'on appelle le width, et puis la taille sous ce format-là qu'on appelle le 8. Vous donnez juste une valeur en pixels, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce qui fait que plus tard, lorsqu'on va avoir des données qu'on va ajouter ici, si on met les 3 P ici, après on pourra faire que les P se retrouvent au même niveau, plus tard. C'est ça en fait l'objectif. Mais donc, comprenez cet attribut-là. Cet attribut, il faut bien le maîtriser. Le width et le height qui permet d'augmenter respectivement la longueur, bien, la largeur et puis l'auteur de l'élément. Donc, voici, ce sont des choses qu'il faut maîtriser. Maintenant, si vous comprenez ça, à la maison, vous devez représenter cette forme en utilisant n'importe quelle balise que vous voulez, que ce soit div ou bien ainsi de suite. Vous utilisez ce que vous voulez. Vous donnez ce qu'on appelle un X à l'élément, un 8 à l'élément. Ça aussi, utilisez une balise que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez utiliser section ou bien utiliser des balises que l'on a vues ensemble. Ça, P ou bien ce que vous voulez. Ici aussi, ici aussi, ici. Mais il faut que l'information là se trouve là. Et puis l'information là se trouve ici. Ça aussi, ça se trouve ici. Je donne un exemple. Tout à l'heure, on a vu qu'un élément, si on diminue le margin top, ça fait remonter l'information en haut. Si on augmente le margin top, ça fait descendre l'information en bas. Si on ramène l'information, on veut ramener à la droite, on va faire appliquer beaucoup de margin à gauche. On est bien d'accord? Mais aussi, on peut ramener une information et remonter aussi une information. Parce que ramener à droite, ça veut dire augmenter la marge à gauche. Et ensuite, remonter en haut, c'est diminuer la margin top. Et donc, vous pouvez, avec tout ce qu'on a vu là, représenter cette forme-là en utilisant même les balises P ou bien les balises div que vous voulez. Donc, vous prenez cette capture-là et vous allez me réaliser avec toutes les notions qu'on a vues ensemble là. Vous allez réaliser ça à la maison. Ça va vous préparer pour le prochain cours, Inch'Allah.